IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le professeur Dominique Laplane, professeur honoraire de neurologie à l'université Pierre et Marie Curie, Paris 7. On est toujours Dominique Laplane, bonsoir, on est toujours professeur honoraire, comment ça se passe? Oui, le professeur honoraire, ça veut dire ancien professeur. C'est ça que ça veut dire? Oui. Donc on est toujours professeur honoraire. Vous serez professeur honoraire jusqu'à la fin de vos jours. Même après. Même après. Super. Alors on va parler d'un livre qui s'appelle Qu'est-ce que la conscience? Ce que la science peut en dire. Vous étiez neurologue. Vous êtes toujours neurologue. C'est une question? Oui. Si je suis toujours neurologue, oui. De moins en moins, parce que ça fait 20 ans que je suis à la retraite et je ne me sentirai pas de me remettre au turbin médical. Alors ça consistait en quoi d'être neurologue? Qu'est-ce que vous regardiez? Les maladies neurologiques. Du cerveau? Pas uniquement du cerveau. J'étais même un peu spécialiste des nerfs périphériques. Je connaissais très bien les nerfs périphériques, leur paralysie, et c'était une petite sous-spécialité microscopique, mais une particularité quand même de mes connaissances. J'étais aussi à une époque où on ne séparait pas la psychiatrie et la neurologie. Et donc j'ai fait la psychiatrie à l'internat, j'ai toujours été imprégné de ce passage en psychiatrie qui m'avait beaucoup intéressé. Vous avez une préface de Jean Stone. Oui, bien sûr. Et j'en suis très honoré. J'admire beaucoup Jean Stone pour l'étendue la profondeur de ses connaissances. En introduction, vous dites que la conscience constitue un grand thème de réflexion sur la condition humaine, partagé par la philosophie, les sciences humaines et bien sûr la neurologie, car s'il est un fait bien établi, c'est que le fonctionnement du cerveau est une condition requise pour sa manifestation. On va partir très fort. Vous croyez que si le cerveau n'est pas là, il n'y a pas de conscience? Il n'y a pas d'expression en tous les cas. Et ce qui ne peut pas, je ne sais pas lire ce qui devient. Je vois bien le piège dans lequel vous voulez m'entraîner. Ah non, je ne vous mets pas dans un piège. J'ai essayé de faire un travail qui soit d'abord branché sur la science. Oui. Est-ce qu'il y a de la pensée en dehors des cerveaux? C'est un point de vue de philosophie qui est très délicat et difficile, qui ne se traite pas de la même manière que la question scientifique. C'est pas un livre de philosophie, c'est un livre plutôt pour voir quels sont les états de conscience. Et même quand la conscience est vide de tout, c'est-à-dire vous appelez ça quand le cerveau est à plat. En tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'on pense qu'on est toujours conscient de quelque chose. C'est ce qu'on pensait, c'est notre expérience commune et c'est devenu un des piliers de la phénoménologie qui souligne qu'il n'y a pas de pensée sans objet. On est toujours conscient de quelque chose. C'est ce que nous avons comme expérience. Mais j'ai recueilli, et des collègues ont fait comme moi, des cas particuliers de malades du cerveau qui sont pas capables de passer des heures sans perdre connaissance, mais sans rien qui occupe leur pensée. Et ça, c'est une découverte de loin pour les Occidentaux, puisque les hindous, les bouddhistes connaissent ces états. Ils le cherchent. Ils le cherchent et... Ils ne le trouvent pas forcément, mais vous parlez de la pleine conscience avec Mathieu Ricard dans votre livre. C'est les mêmes états de conscience que cherchent ceux qui sont en méditation, que certaines personnes ont. Ils sont dans le rien, dans le néant. Oui, c'est pas la même chose que la pleine conscience. Tout à fait différent, c'est l'opposé. La pleine conscience, si j'ai bien compris la question de cette philosophie orientale, la pleine conscience, c'est une modalité de préparation à la conscience vide, au village, si j'ose m'exprimer ainsi,
de la conscience. C'est de vivre le moment présent, en pleine conscience. En pleine conscience, sans chercher à le juger, À le changer. à le modifier, l'écarter. Et c'est donc tout à fait différent de la conscience vide. Là, vous nous parliez de la phénoménologie. C'est d'un certain Husserl. Oui. C'est quelle année à peu près? Ça fait combien de temps? Ma foi, je ne me suis jamais posé la question. C'est pas récent, c'est... Non, c'est fin 19e, début 20e. Et lui, il avait quoi comme conception? Qu'on pouvait recueillir des données brutes de la conscience sans préjugés et sans théorie sur ce sujet-là, et monter une philosophie à partir de ces constatations. Une des constatations fondamentales, qu'il n'y a pas de conscience vide, justement, on est toujours conscient de quelque chose. Et ça m'a beaucoup gêné quand j'ai trouvé des malades qui me racontaient que leur conscience était vide, et j'ai fait répéter plusieurs fois avant de le croire. Je l'ai montré à des collègues, et les collègues l'ont vu sans ma présence chez leurs propres malades, et c'est une découverte que je crois assez importante. Alors les états de conscience vide, c'est Franz Joseph Gall. Il n'a pas parlé particulièrement de la conscience vide. Il avait des idées très farfelues qui étaient partiellement vraies, mais qui étaient quand même basées sur rien de solide, et que les fonctions cérébrales étaient localisées dans des parties bien particulières, bien spécifiques du cerveau. Il a un peu exagéré, puisqu'après il disait que ça formait des bosses et qu'on pouvait reconnaître en fonction du crâne des gens les malformations du cerveau. Mais il n'avait pas tout à fait tort, puisqu'après il y a Broca qui a délimité la zone de Broca. Il a eu la chance de défendre une thèse qui s'est avérée partiellement exact, mais sur des bases qui étaient entièrement imaginaires. C'est la présence de la conscience chez l'être humain qui nous distingue le plus du robot. Surtout à notre époque où on a des GPS qui nous conduisent. On est conduit par des robots, on accepte d'être conduit par des robots. On n'est plus des pigeons voyageurs qui avions avant regardé le chemin à faire, maintenant on accepte d'être conduit. On se laisse beaucoup à notre époque conduire par des robots, et la différence entre le robot et l'homme, c'est qu'il y a la conscience. Il y a des ordinateurs qui sont capables de discuter entre eux, hein, vous êtes au courant de ça? Oui, mais ça ne prouve pas grand-chose. Ça prouve qu'ils ont des... Ils ont des choses à se dire. Non, ils ont des machines qui tournent et qui sont capables d'être modifiées par l'environnement. Si bien que ça donne des allures de conversation, mais jamais on va penser qu'ils s'intéressent à ce qu'ils disent et qu'ils souffrent s'ils disent des bêtises. Ils peinent à s'exprimer, se peiner au sens douloureux. Bref, ni même qu'ils s'intéressent à la conversation. Oui, il y a un chapitre dans votre livre où vous dites la différence entre l'humain et le robot qui est nette. On ne peut pas comparer notre cerveau à un ordinateur. Non. Alors qu'on a tendance à nous le laisser croire. C'est-à-dire que ça a été très à la mode dans les milieux neurologiques, mais je n'y ai jamais adhéré. Mes collègues pensaient que mes convictions spiritualistes étaient la cause de ce déni. C'est pas du tout ça. Je ne suis pas contre les choses qui sont vraies. Et ce qui me bloquait, voir le cerveau comme un ordinateur, c'est que la détérioration du cerveau ne donne pas du tout le même résultat que la détérioration d'un ordinateur. Si vous détériorez un ordinateur, il s'arrête de fonctionner, point. Le cerveau, s'il est lésé, va avoir de moindres performances, il va avoir des comportements approximatifs, mais cela ne s'imagine pas avec les ordinateurs. Oui, l'ordinateur va pas perdre ses mots, il va pas chercher ses mots. Comme nous, ça nous arrive quand on vieillit, on se rappelle plus d'un mot qui nous revient après. L'ordinateur, lui, il le trouvera toujours le mot. C'est-à-dire que l'ordinateur, il a une banque de données qui peut augmenter. Est-ce qu'elle est toujours prête à tout? Ça, je ne sais pas suffisamment
la question des robots pour trancher, vous dire ce que j'en pense. Si c'est toujours capable, à l'instant même. Ah, il est rapide l'ordinateur. C'est-à-dire que nous, on a plutôt tendance en vieillissant à perdre de la mémoire. L'ordinateur, il perd pas sa mémoire. Mais c'est pas la même mémoire que la nôtre. L'ordinateur perd sa mémoire quand on lui débranche des neurones factices du réseau neuronal qui constitue. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas un ordinateur. On a tendance à nous faire croire que l'ordinateur deviendra aussi intelligent et aussi deviendra humain. Et Ça dépend si vous mettez les réseaux neuronaux dans le cadre de l'ordinateur. Et c'est une façon très particulière de traiter l'information et qui ne correspond pas à celle des ordinateurs dont nous avons l'usage courant. Sur l'histoire des boss, c'était quand même amusant cette histoire qu'on pouvait tâter les crânes pour voir les histoires la de boss. Ouais. C'est là que ça vient l'expression, Ouais. la bosse des maths. Est-ce que le cerveau, à votre avis, docteur Dominique Laplane, c'est lui qui fabrique nos pensées? Oui, la réponse est oui. La conscience, non. Et la conscience, on peut discuter son rôle, dans quelle mesure elle est capable d'influencer la machine. C'est ma thèse. Antonio Damasio a consacré une grande partie de son œuvre à l'étude des relations entre les lésions cérébrales et la vie émotionnelle et a remis à l'ordre du jour l'observation de Phineas Gage qui date de 1868. C'est lui qui a eu un accident, non, qui était médecin. Non, il n'était pas médecin du tout. Il n'était pas médecin, lui. Il était terrassé. Il a reçu un outil de chantier qui lui a détérioré le cerveau frontal. Ouais. Et il a stupéfait les médecins de son époque par le fait qu'il n'était pas paralysé, il n'était pas mort non plus. Mais son comportement était devenu insociable, extrêmement difficile, surprenant, fantasque et difficile, ce qui n'était absolument pas le cas avant son accident. Damasio s'est intéressé à ce cas-là. Oui, parce que c'est un exemple extraordinaire d'atteinte isolée du comportement social par lésion cérébrale. Et là, vous écrivez en bref, il ne présentait que des troubles moraux, des troubles de conduite, dirait-on aujourd'hui, et des plus graves, ce fameux Phineas Gage. Et là, vous rajoutez, malheureusement, cette observation n'a pas eu à son époque le retentissement qu'elle méritait. Sa meilleure connaissance aurait épargné le triste épisode des leucotomies frontales, opération qui consistait en la section de larges faisceaux de substances blanches reliant les lobes frontaux au reste du cerveau dans le but de soulager des douleurs insupportables ou des troubles psychiatriques graves. Quand vous avez commencé, vous avez vu des lobotomies, on lobotomisait encore en France. Oui, de moins en moins, mais j'ai encore vu des gens qui pratiquaient. Mais c'était tout à fait à la fin. Mais je cite la populisation, on appelait ça, à Sainte-Anne. Car l'auteur se prénommait Paul, il faisait des lobotomies un petit peu légères. Sans anesthésie? Oui, ça c'est pas grave ça. Pourquoi c'est pas douloureux? Non, c'est pas le problème. Le problème c'est que ça laissait des troubles psychiques graves du comportement et des personnalités qui étaient entièrement détruites. Des zombies? Non, parce que les zombies, on applique ça à des robots, enfin des hommes qui n'auraient plus de conscience. Donc celui qui était lobotisé, il avait encore une conscience? Oui. Et il avait conscience d'être diminué? Non. Il se rappelait plus de ce qu'il était avant? Qu'est-ce qu'il retirait au juste? Eh bien c'est... Je vous dirais que je n'ai pas étudié cette question de façon approfondie. Je ne peux pas répondre à toutes vos... Mais vous parlez d'appareils qu'on mettait dans le nez? Oui, dans l'orbite. Dans l'orbite de l'œil. Par l'œil, il passait? À côté de l'œil. Ça paraît fou quand même. C'est pour moi des... Ça paraît complètement fou. Et donc, il passait un genre
de grosses aiguilles, non? C'était quoi? Oui, c'est ça, un trocard. Un trocard? Avec au bout une lame qui était capable de couper les liaisons de la substance blanche dès le fonteau. Et ça donnait, alors appeler ça des zombies, si on veut, ça donnait des gens gens qui avaient, déstructurés. qui avaient plus envie d'avancer parce que la zone frontale, c'est pas elle qui nous fait aller vers l'avant, c'est-à-dire notre futur. Oui, enfin, détruisait la personnalité des gens. Ouais. Mais j'ai pas eu l'occasion d'étudier ce genre de... Vous les avez vus à l'œuvre encore, tout au début? Je les ai à peine vus, je les ai entendu parler. Vous les avez pas vus? Mais j'ai pas... Ah bah ça rassure, parce que quand même... J'ai pas soumis aucun de mes malades à ce genre de pratique. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup de lobotomies, Des milliers. Des milliers, ouais. La médecine a fait des progrès, il faut mieux les mettre sous psychotropes. C'est moins quand même... Non, c'est sûr, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Ouais. Ça a duré longtemps, ces histoires de lobotomie, quand même. C'est parti de quand? De Charcot? Non, c'est pas sous Charcot. Non, pas du tout. Il faudrait trouver l'année à laquelle son promoteur a eu le prix Nobel. Ah, parce qu'il a eu le prix Nobel pour ça, en plus. Ça durait que 5 minutes comme opération. Oui. C'était l'époque aussi où il y avait les électrochocs. Ah, mais l'électrochoc reste une thérapeutique active et très, très efficace. Les gens, il paraît qu'ils souffrent quand ils sortent de là. C'est complètement faux. Ça, je connais, je l'ai pratiqué et j'ai sauvé des gens avec des électrochocs. Je ne suis pas le seul, pas moi qui les ai inventés, mais ça donnait des résultats quelquefois. Et on en fait encore maintenant? On n'en fait plus. Si, On en fait dans quel cas? des dépressions qui ne réagissent à rien. On a vu quelques films, par exemple L'Orange Mécanique. On a vu... C'est ça qu'on ne veut plus maintenant. Dans les électrochocs, parce qu'on les fait sous curare, et il n'y a plus de convulsions. On les fait sous curare, c'est-à-dire on les fait plus avec des électrodes sur la tête comme on Si. les... Si. Si, mais ça consistait à donner des crises d'épilepsie d'origine électrique. Ces décharges électriques déclenchaient des crises d'épilepsie. Vous parlez de l'épilepsie dans votre livre, vous parlez de l'idiot de Tolstoï, que ces crises d'épilepsie étaient montrées, non? Déjà, Balzac aussi en parle dans un de ses livres, ou tout du moins il parle de gros problèmes de santé mentale. Et donc, vous parlez de l'épilepsie. L'épilepsie, c'est pas une conscience vide, c'est une conscience qui est trop pleine. Ça n'a rien à voir avec ce problème-là. Généralement, il y a une perte de conscience dans les crises d'épilepsie généralisées, mais il y a des épilepsies qui s'accompagnent d'états de conscience conservés, plus ou moins conservés. C'est très compliqué. On ne peut pas résumer l'état psychique des épileptiques en trois mouvements. Non, mais justement, on apprend dans votre livre qu'il y a un côté un peu somnambulique. Moi, je pensais que l'épileptique, il était plutôt... il faisait une crise qui était très impressionnante pour les proches. C'est l'épilepsie généralisée. Oui. Et là, vous racontez l'histoire d'un épileptique qui se lève, qui sort, etc. C'est les absences épileptiques. Mais il est en même temps absent, mais il est capable de traverser la rue sans se faire écraser comme le somnambule. C'est très bizarre quand même. Ah, mais c'est très bizarre, ça c'est sûr. Mais oui, c'est très bizarre. Qui c'est qui le guide? C'est comme... il doit quand même avoir une conscience qui est là, de voir le danger et de passer à travers. Eh bien, c'est cette conscience qui est conservée, et c'est très, très intéressant parce que ce qui n'est jamais conservé, c'est un comportement organisé en vue d'un but. Ça, c'est le propre de la conscience. On va revenir sur la conscience. C'est le sujet de votre livre. Mais après avoir passé dans les états de limite conscience, vous parlez dans ces états de limite conscience du syndrome de Locking, avec tout le monde connaît l'histoire de Jean-Ménic Baudry. Et j'ai bien aimé cette phrase dans votre livre. Vous dites c'est la honte pour les médecins. Parce qu'en général, ils sont tous persuadés que le malade est incurable et qu'il n'est pas conscient. Et la famille ou les soignants, eux, se rendent compte que le malade va pas si mal. Il a quand même fait beaucoup avancer les choses aussi, lui. C'est-à-dire, il a écrit un livre en étant dans cet état de loctine, ce qui est extraordinaire. Bah oui. Ce qui remet tout en cause aussi sur le fait de se dire qu'on peut laisser partir les gens parce qu'ils sont pas conscients.
C'est pas parce qu'on a un électrocéphalogramme plat On a un cerveau mort. qu'on a un cerveau mort. Et vous dites dans votre livre qu'à la rigueur, il n'avait pas l'air de vivre malheureux, d'être malheureux de son état. Je dis pas ça pour Baudry, il n'était pas si malheureux que ça. Mais c'est surtout que je rapporte des études de groupe dans lesquelles on s'aperçoit que les demandes d'euthanasie étaient rares. Vous parlez Descartes, après vous parlez de Changeux et leur façon de concevoir cette conscience, justement. Conscience aussi selon Benjamin Libet, qui est un pionnier. Libet. Vous pouvez nous en parler un peu? Libet est un homme qui a été le premier à expérimenter sur la conscience, et vraiment sur la conscience, et non pas sur des aspects de la conscience, mais la conscience elle-même. Et en faisant participer les malades à son expérimentation. Et il a montré, c'est le plus spectaculaire et le plus simple aussi, que quand on prenait une décision de déclencher un stylet d'expérimentation, en fait, on était conscient de donner l'impulsion bien après que soient apparus des signes prémonitoires, et comme si, au fond, la décision était déjà prise avant qu'on donnait la conscience. Donc il n'y a pas de libre arbitre. Eh bien, les faits sont incontestables. On a conclu que c'était la fin du libre arbitre. Et ça, c'est absurde, parce que personne ne pense que le libre arbitre joue seulement au moment où vous pressez la gâchette pour tirer un oiseau. Le libre arbitre, c'est que vous vous êtes entraîné pendant des mois à tirer sur des cibles amovibles. Vous avez intégré ce retard de prise de conscience. C'est bien que quand vous décidez, vous tenez compte de ce temps de latence, et si vous êtes bien entraîné, vous arrivez à toucher votre cible. Que ça pose un problème, parce que si on n'est pas responsable de nos actes, ça serait le fait qu'on ne serait pas responsable de nos actes. On est responsable des actes, mais pas du moment où vous appuyez sur la gâchette. Vous vous êtes mis en position de tuer des oiseaux, vous tuez des oiseaux, vous êtes responsable de la mort de l'oiseau, mais pas du geste, du moment du geste qui est calculé en tenant compte de cette latence physiologique. Il y a un retard, vous savez qu'il y a un retard, et que par conséquent, vous visez un petit peu en avant de l'oiseau. Au lieu de s'arrêter au niveau physiologique, il a fait de la philosophie. Et là, sa thèse, c'est que on ne peut pas déduire de l'état du cerveau exactement les pensées. Et il donne des arguments qui sont intéressants, mais qui ne me paraissent pas du tout décisifs. Et en particulier pour cette question du libre arbitre, je la traite en deux endroits. Avec Spinoza aussi, un peu plus loin. Avec Libet, Ouais. et puis à la fin, quand je parle de la liberté. Pour vous, on a un libre arbitre ou pas alors? Ou on est conditionné? Ma thèse, c'est qu'il y a une part de libre arbitre, grâce à la conscience qui n'est pas strictement dépendante du fonctionnement mécanique du cerveau. C'est ça le thème général. Oui, parce que ça, vous le montrez dans le fait de ces gens qui sont justement dans des vides absolus, et qui arrivent quand même à vivre. Ils n'ont pas perdu conscience. Oui, on a l'impression que la conscience, elle est localisée dans le cerveau, et elle n'est pas forcément localisée dans le cerveau. Mais ça ne veut rien dire, localiser la conscience. Si, parce que si vous localisez, par exemple, si vous mettez un chien dans une niche et que vous mettez le feu à la niche, le chien, il meurt. Mais si le chien était à l'extérieur de la niche, il regarde la niche brûler. Oui, mais le chien, c'est pas une conscience. Il est conscience ou pas, c'est pas la question. Mais vous comparez, il y a d'un côté la conscience, de l'autre côté le chien. Vous comparez des choses qui n'ont rien à voir. Je compare du matériel avec de l'esprit. Parce que la conscience n'est pas quelque chose de matériel. Mais justement, et ça n'a pas de localisation.
Donc si elle n'a pas une localisation, elle peut être aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça veut pas dire... Non, mais est-ce que on peut avoir une conscience sans avoir un cerveau? C'est la grande question. Bon, la réponse est que dans notre expérience, nous n'avons aucun moyen de le déterminer. Et que libre à vous de penser que la conscience existe indépendamment du cerveau, mais ce n'est plus de la science, c'est de la philosophie. La machine de Turing, c'était la machine qui servait à... La machine de Turing, c'est une machine idéale. C'est la préscience de l'ordinateur. Turing faisait partie de ces gens qui avaient compris qu'on pouvait donner en chiffres, numériser la pensée. Et que par conséquent, il a inventé les ordinateurs avant d'avoir les moyens techniques pour les réaliser. Et il disait que cette machine de Turing pourrait discuter avec une autre machine de Turing sans savoir décider. Aucun homme discutant avec la machine de Turing ne pourrait pas décider si c'est en face de lui une pensée humaine ou une pensée de la machine. C'est ça la théorie de Turing. Vous écrivez à la page 101, de ce fait, nous avons vu que notre cerveau était une immense boîte noire dont le fonctionnement était nécessairement inconscient. Oui. Pourquoi une immense boîte noire? Parce que c'est un immense réseau neuronal et que les réseaux neuronaux fonctionnent en fonction de l'état de charge ou de réactivité de chaque neurone. Et que c'est la disposition de la carte d'ensemble qui donne le fonctionnement du réseau. Et bien entendu, il n'est pas question de relever neurone par neurone son état d'excitabilité. Et donc, c'est une immense boîte noire. Les tableaux qui pourraient représenter les charges sont tellement complexes qu'on ne pourrait pas en tirer la moindre information. À ce moment, le cerveau se débrouille avec ça. Que le cerveau soit une boîte noire, c'est sûr qu'on ne laisse pas rentrer la lumière dans cette partie-là. Non, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire, une boîte noire? Une boîte noire, plutôt dans le symbole et dans ce que ça représente. C'est symbolique. C'est symbolique, mais c'est aussi clair. Que notre cerveau soit une boîte noire, je veux bien le croire, mais c'est quand même dans cette boîte noire que toute la lumière se fait. C'est quand même notre ampoule, le cerveau. C'est avec notre cerveau qu'on a nos pensées. C'est là où est l'étincelle. C'est vrai que c'est dans cette boîte noire qui est dans notre tête que toute la lumière se fait. Boîte noire, je ne l'entends pas au sens optique du terme, c'est au sens moral du terme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre et décrire l'état du cerveau qui va donner telle ou telle chose, et ni prévoir exactement à quoi ça va aboutir. C'est boîte noire au sens de la compréhension de ce qui se passe de l'intérieur. Ouais. Mais c'est intéressant là ce qu'on est en train de discuter parce que la boîte noire c'est aussi l'appareil photographique qui reprend les choses à l'envers pour... c'est très symbolique parce que ce cerveau, on essaye d'aller voir ce qu'il y a dedans. Mais c'est faux, on essaye de savoir. On voit sa jambe, mais on ne peut pas voir dans sa tête. Alors que c'est notre tête qui fait on commence à y voir des choses. On commence à y avoir des choses. On peut déterminer si la personne, entre deux activités qui ont été précisées, va penser à la promenade dans son appartement, la situation d'un cours de tennis. Et ça veut dire que... Est-ce qu'on a défini la zone du bonheur? Mais non. Ben voilà, c'est ça. Hein. Mais c'est que... Il n'y a pas de zone du bonheur. Alors, une très belle citation dans votre livre, à la page 103. Il dit que la conscience, comme l'appendice, ne sert à rien sauf à rendre l'homme malade. Vous dites, j'emprunte à Dehaene cette citation d'Alexandre Vialat. Voilà. C'était qui Alexandre Vialat? C'était aussi Je un... sais pas. Vous savez pas? C'est celui qui a dit ça.
Mais en tous les cas, il dit que c'est comme l'appendice, ça sert à rien. Et vous voyez, on vient de se rendre compte que maintenant l'appendice, ça sert à quelque chose, qu'il faut pas le retirer. Rien qui a été fait par hasard. Donc l'appendice, comme les amygdales, on nous retirait les amygdales, les végétations, on nous retirait tout ça. Ça sert à rien, la rate, ça sert à rien, on nous retire les 3/4 des trucs. Ça sert à rien. Mon livre, c'est les scientifiques sont bloqués par leurs préjugés matérialistes pour pouvoir s'exprimer sur la conscience. Oui, ça vous l'expliquez à la fin de votre livre en disant qu'on ne peut pas s'exprimer sur la conscience puisque la conscience a un rapport avec l'au-delà et que c'est ça aussi qui bloque. C'est qu'admettre qu'on ait une conscience, c'est admettre aussi que peut-être il y a un au-delà et que cette conscience perdure. Mais c'est le fait aussi que les scientifiques qui bloquent, admettre qu'il y a une conscience, c'est admettre qu'il n'y ait pas que cette vie-là aussi, que la conscience perdure au corps. Oui, mais c'est donner beaucoup de démonstrations à ce qui reste hypothétique scientifiquement. Ça ne peut pas être démontré, elle ne pourra jamais être démontrée, elle ne pourra jamais être montrée. On ne pourra pas mettre notre conscience sur la table. Et voilà. Et c'est ça qui embête les scientifiques. Parce qu'ils ont besoin de toucher, de tâter, de pouvoir couper, de pouvoir... comme l'appendice, quoi, comme les amygdales, il faut qu'ils puissent toucher cette matière et à la rigueur faire des lobotomies ou des choses comme ça. Ils espèrent, plus que ça, qu'on va trouver le logiciel qui va donner une conscience à l'ordinateur. Et ça, on ne voit pas comment on peut faire. Ben, les transhumanistes sont en train de nous dire que de toute façon, on va transférer notre conscience dans les ordinateurs. Oui, mais c'est des conneries de ces gens-là. Parce que ça laisse supposer que la conscience se laisse enfermer dans un ordinateur. Or, justement, un intérêt de mon livre, c'est d'attirer l'attention sur les états de conscience vide. Et les états de conscience vide, vous ne savez pas faire ça avec des logiciels. Non, on n'arrive pas à le faire, puisque les bouddhistes, ils essayent de le faire, ils n'y arrivent pas, il leur faut des années pour rentrer dans la vacuité, qui n'est pas la même chose. Et puis, il n'y a pas que les états de conscience vides, il y a les états modifiés de conscience, qu'on va retrouver, vous avez un chapitre sur les expériences de mort imminente. Les idées fortes que je voudrais qu'ils ressortent, c'est, que la question de la conscience est un piège, dans la mesure où on lui donne l'espèce de pouvoir de décider s'il existe ou non une vie après la mort. C'est très supérieur à ce qu'on peut dire. Et on trouvera toujours un moyen de dire oui, mais tout ça sont des paroles et on a pu déclencher des sorties extracorporelles par la stimulation de certaines zones cérébrales. Vous l'avez vu ça? Oui. C'est des décorporations. Comment vous expliquez ça, justement? Qu'on puisse, en stimulant certaines zones du cerveau, faire que la personne, elle sorte de son corps? Elle ne sort pas de son corps. Mais bien sûr, comment... Elle a l'impression de sortir de son corps. Non, mais attendez, le corps, il est là. Mais son esprit n'y est plus. Votre corps est là. Ah bah, parce que vous le regardez. Ouais. Si vous le regardez ailleurs, vous ne le verriez pas. Et... il est là parce que votre cerveau le localise là. Oui, mais je peux regarder ailleurs et je vois plus mon corps, mais je vois des choses que je pourrais pas voir si j'étais resté dans mon corps en bas. Vous mélangez deux choses. Il y a d'une part des choses qui sont tout à fait imaginables et d'autres que nous ne savons pas résoudre. On surestime la portée métaphysique des constatations scientifiques et que de toute façon, il y a des choses qu'on ne démontrera pas, mais qui peuvent exister néanmoins. Mais simplement, on n'aura pas de démonstration de la réalité des choses. Il y a des choses qui peuvent être produites par votre cerveau, indépendamment du milieu extérieur, et d'autres qui restent une partie bizarre, obscure, je le dis d'ailleurs clairement dans mon livre, où on ne voit pas comment du plafond ils peuvent avoir vu son infirmière. On n'aura pas la réponse, mais quand vous parlez des NDE à la fin de votre livre, c'est très intéressant de se rendre compte que oui, peut-être, pour tous les gens qui ont fait des expériences comme ça, il y aura quand même une mort, mais c'est pas un problème. Parce qu'il y a une telle
il y a une telle lumière, il y a une telle dose d'amour, c'est un feu d'artifice, quoi. C'est ce moment où on passe d'un état à un autre. C'est un peu comme quand on est, où on est dans l'obscurité, qu'on arrive à la lumière et qu'il y a cet enfant qui va pousser son premier cri. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu ce genre d'expérience, ils ne voient plus la vie pareil. C'est vraiment un état de conscience qui n'est pas que modifié, qui est lumineux, qui est un état de grâce. Un peu comme on peut avoir dans ces moments d'extase, de béatitude, voilà. Ouais. L'idiot. Comme dans l'idiot, le passage qui est dans votre livre sur l'idiot de Dostoïevski, alors que vous parlez dans votre livre du Néandertal, qui s'est éteint parce qu'il venait du Néandertal, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une conscience suffisamment grande pour pouvoir... Ouais. Qui c'est qui dit ça? Nakash. Ouais. Mais c'est drôle. Il est retourné au néant, le Néandertal. Alors qu'il avait un cerveau plus grand que nous. Lui, il avait un cerveau plus grand que nous au niveau de taille. Oui, mais la taille du cerveau, les éléphants ont probablement un cerveau plus grand que le nôtre, et pourquoi pas qu'ils soient beaucoup plus intelligents. Je prends comme exemple du risque qu'il y a à cultiver l'idée que nous sommes appelés au néant. Mais c'est exactement la vie qu'on nous dit, c'est exactement ce qu'on nous propose dans notre société, qu'on est appelé au néant, qu'après la mort, il n'y a plus rien et qu'il faut vivre le présent dans la matière. Et c'est pourquoi les Daesh se remportent du succès. C'est qu'ils donnent un sens à la vie. Vous parlez de ceux qui se sacrifient, c'est ça? Oui. Pourquoi? Pour donner du sens à la vie. Je ne suis pas en train de prêcher. Et on leur donne un idéal de vie. On a un idéal de mort sur Terre. Est-ce qu'on a un idéal de vie, nous? Oui. Mais... Enfin, vous et moi sûrement. Mais est-ce que quand on voit ce qu'on fait à la planète, quand on voit qu'on se préoccupe même pas de savoir ce que nos enfants vont respirer, est-ce qu'on n'est pas plutôt des néandertaliens, qu'on va vers le néant comme vous le dites, plutôt que d'aller vers autre chose? Et c'est quoi la conscience? C'est la conscience du monde dans lequel on vit. C'est la conscience, c'est quoi la conscience? Je suis en face de chez vous, de vous, j'ai conscience que... Le vrai sujet de mon livre, c'est qu'est-ce que la conscience? Et la conscience, c'est le fait que nos pensées sont expérimentées et que nos pensées nous affectent. Nous sommes touchés, intéressés par ce que nous pensons. Et nous sommes fiers si nous arrivons à un résultat, honteux si nous nous trompons. C'est des choses qu'un ordinateur ne peut pas avoir dans sa tête qu'il n'a pas d'ailleurs, dans sa machine. Oui, vous dites aussi que la conscience, le rôle de la conscience, c'est de donner un sens à l'existence. Oui. C'est donner un sens à tout ce que l'on vit, mais chacun ne donnera pas le même sens. Pour ça, vous dites, il y a ceux qui ont le sens de Daesh, le sens du sacrifice pour arriver à un bonheur dans un autre monde. Et puis, chacun donne le sens qu'il veut. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la conscience? Je n'ai pas la réponse. Et sauf que je suggère une évidence que j'ai été le premier à soulever apparemment d'ailleurs, c'est que la conscience n'appartient pas au monde physico-chimique. Et donc, il faut ménager dans le monde une zone qui comporte de la pensée et que si on n'a pas ça, on ne peut pas comprendre l'apparition de la conscience. Oui, vous avez défendu une thèse quelques années avant que quelqu'un la reprenne. Chalmers. Oui. Je ne m'avais pas lu, je ne sais pas qui m'a repris ma... Mais on dit que quand il y a une idée dans le monde, on n'est pas le seul à la recevoir, ça s'essaime. Et c'est pour ça que la conscience, à la rigueur, ce que vous avez vécu avec ce monsieur qui a repris ou qui a entendu la même chose que vous, qu'est-ce que c'est que d'un seul coup qui lui donnait la solution de ses problèmes? Pas la conscience qui lui donne la solution. Ah. C'est la conscience qui active les systèmes inconscients pour répondre à une question qui a été posée consciemment. Mais il faut avoir conscience de l'entendre. Quand la pensée arrive, il faut quand même s'arrêter dessus. Ah ben, il faut être capable de la comprendre. Ouais. Ça veut dire que la conscience a orienté le travail de l'inconscient. Ça, c'est une idée très importante. Effectivement, nous pouvons être libres
dans la mesure où nous avons une certaine autonomie par rapport à notre machine à calculer. Et cette machine à calculer, c'est quoi? C'est notre cerveau? C'est notre cerveau. Vous dites que l'erreur commise pratiquement par tous les neuroscientifiques qui se sont penchés sur la question a été de ne pas chercher pour quelle raison la conscience est indéfinissable et de pallier l'absence insurmontable de définition par une caractérisation grâce à ses propriétés. C'est très important. Ouais, c'est la conclusion de votre livre. L'erreur, c'est de... C'est de dire n'importe quoi en inventant une définition qui serve leurs préjugés. C'est par la conscience. Est-ce qu'il y a une différence entre la pensée et la conscience? Oui. La pensée, c'est le contenu de la conscience. Et la conscience serait dans le cerveau, donc ils sont trois. Elle n'est pas dans le cerveau. Non, mais on dit que... Elle est fabriquée. Elle est fabriquée, des neurones qui fabriqueraient de la pensée. Elle est fabriquée, qui est en relation extraordinaire, où nous ne pouvons pas avoir les clés entre un monde qui est celui de la pensée universelle et le monde matériel. C'est comme ça que je vois les choses. Après ça, ce que vous mettez dans ce monde spirituel, si on peut dire, c'est entièrement de l'imagination. Je ne dis pas que c'est sans intérêt, mais quelles sont les puissances qui peuvent agir dans ce monde spirituel? Est-ce qu'il y a qui nous donne plus de puissance? Est-ce qu'il y a des puissances du mal? Le diable, pour me dire ainsi, je n'en sais strictement rien. Je peux avoir une opinion, mais pas scientifique. Je voudrais On va terminer. être clair quand même sur ce que je veux voir transparaître de notre entretien. Première chose, c'est de donner une description de la conscience qui limite la conscience à ce qu'elle est réellement. Et pas, je vais prendre comme définition de la conscience quelque chose parce que je peux l'introduire dans mon laboratoire et expérimenter dessus. Ça, c'est pas une définition de la conscience. Ce qui caractérise la conscience avant tout, c'est l'intérêt porté à ce que nous pensons. C'est pas la même chose qu'un ordinateur qui se fout, si j'ose l'exprimer ainsi, de ce qu'il pense parce qu'il ne pense pas. Nous sommes intéressés par ce que nous pensons et de ce que nous disons, tout ce que nous faisons. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est Chalmers qui a bien insisté sur ce qu'il appelle l'expérience. C'est que toutes les impressions que nous avons ne se bornent pas à des chiffres ou des comportements résultant du calcul, mais un sentiment qui parcourt notre esprit, et que ça, c'est la conscience. Lorsqu'on discute de la définition de la conscience, on se réfère communément à cette pensée de William James. Oui, ça c'est très important. Mais nous savons tous très bien ce qu'est la conscience, tant qu'on ne nous demande pas de la définir. Oui. De fait, cette difficulté de nombreux philosophes, dont Wittgenstein, refusent de discuter de la conscience, car un concept non défini est un mot sans signification. On ne sait pas de quoi on parle, mais c'est sur la première partie de la citation, nous savons très bien ce qu'est la conscience. C'est pas un concept, mais un ressenti. Tout le monde sait ce que c'est que la conscience, mais personne ne peut en parler. On ne peut pas la définir. Vous avez compris pourquoi on ne peut pas la définir? Non, dites-moi. On ne peut pas la définir parce que pour définir quelque chose, il faut utiliser Sa conscience. des mots qui ont déjà une signification. Or, la conscience est antérieure à tous les mots, à toutes les pensées, et par conséquent, on ne peut rien trouver qui la définisse en dehors d'elle-même. Oui, Dominique Laplane, alors, qu'est-ce que vous voulez surtout qui apparaisse dans ce livre? Le premier point, c'est qu'il y a moyen de parler de la conscience, mais de s'entendre sur ce qu'elle recouvre ce mot. Et qu'on ne peut pas se dire satisfait de la simple constatation qui est vrai que la conscience n'est pas définissable. Mais elle est quand même caractérisable et on devrait pouvoir
se mettre d'accord pour parler tous de la même chose quand on parle de conscience, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il existe des consciences vides qui ont l'intérêt pour celui qui réfléchit à la conscience de montrer que la conscience est indépendante du système de calcul du cerveau. Et par là, on peut introduire l'idée que le fonctionnement cérébral, la machine à calculer cérébrale, est influençable par la conscience. Et donc, c'est la possibilité d'une liberté qui nous est ainsi récupérée. Oui, l'intérêt des consciences vides dans votre livre, c'est pas du tout le fait de se mettre en méditation dans la vacuité ou d'essayer la pleine conscience. C'est des personnes qui sont un peu dans des consciences de néant, et ça apparaît complètement fou de pouvoir penser qu'on ne pense à rien. Oui, c'est ça. Et ça existe non seulement dans la culture orientale, mais la culture occidentale par l'intermédiaire de ces malades dont les lésions entraînent une vacuité, une perte d'auto-activation psychique, comme je le disais, mais qui, par conséquent, sont conscients, mais de rien. Ils restent conscients en ce sens qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir perdu conscience. Je dis, vous avez perdu conscience? Non. Vous avez dormi? Non. Vous avez... Mais on peut les solliciter, c'est-à-dire on peut leur demander de faire quelque chose, mais ils ne sont pas motivés par eux-mêmes. Ça, c'est la perte d'auto-activation, vous avez raison. Le système fonctionne, mais n'est pas raccroché à la conscience. Et ça, c'est très important parce que ça montre que la conscience ne dépend pas du système de calcul du cerveau. Et donc là, vous m'avez dit c'était les 2 points les plus importants. Est-ce qu'il y en a un troisième que vous vouliez aborder? Non, ce sont les 2 plus importants. De la liberté nous est rendue par cette capacité que nous avons de penser la conscience sans y appliquer une pensée quelconque. Donc le mystère reste entier sur la conscience, hein, vous dites bref, le mystère reste entier. Une seule chose me paraît certaine, c'est que le matérialisme ne fait que fermer les yeux sur le gouffre intellectuel que nous présente la conscience. Oui, ça c'est... Tous les auteurs qui se sont penchés sur le problème se heurtent à ce mystère, pressentent leur échec, mais pour sauver leurs préjugés philosophiques, affirment qu'on va bientôt le résoudre. Est-ce que vous pensez qu'on va résoudre un jour ce problème? C'est très difficile de répondre à cette question, parce que on ouvre un monde qui nous est entièrement inconnu, qui est ce monde de la pensée. De la pensée, la subjectivité. Alors ce que renferme ce monde, nous ne le savons pas. Et surtout que vous dites sur la même page, juste la phrase qui suit, c'est que une des raisons pour lesquelles beaucoup d'esprits scientifiques refusent de voir le caractère spécifique de la conscience tient au fait qu'elle a été perçue par l'humanité depuis ses débuts et considérée comme le témoignage de la réalité d'un monde de l'au-delà, comme si la conscience n'appartenait pas à ce monde. Oui, mais je souscris. Ah oui, et puis ça, les scientifiques veulent pas admettre qu'il puisse y avoir autre chose que la réalité, le monde physique et matériel, malgré la physique quantique. C'est très difficile d'accepter le fait qu'il puisse y avoir une autre façon de voir le monde que dans la matérialité. La conscience n'est pas matérielle. Oui. Alors, dans toutes les spiritualités, on dit que c'est l'esprit qui a créé la matière. Est-ce qu'on peut penser que la conscience, c'est l'esprit? On peut le penser, mais c'est de l'ordre de la philosophie et pas de la science. Et c'est pour ça qu'il y a un gros problème entre les scientifiques et les philosophes, c'est que le scientifique veut toujours tout trouver dans la matière, et le philosophe, lui, est plus peut-être ouvert à
Cette conscience et au fait que tout n'était pas C'est-à-dire, matériel. c'est une histoire que j'aime bien raconter. C'est celle de Helmholtz, un grand savant germanique des années 1840, qui a signé avec trois de ses collègues un manifeste disant qu'il jurait de se consacrer à démontrer que notre organisme n'était soumis à aucune autre force que la physique et la chimie, et quelque force que ce soit. C'est banal pour un matérialiste. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est qu'ils ont écrit ça avec leur sang. Réellement. Oui, oui. Alors, sans doute avait-il un peu bu, mais... C'était peut-être avec du vin, alors. Du schnapps. Ouais. Et c'est quand même leur pensée profonde. Et il y a une passion attachée à ce problème qui n'est pas propice à son étude scientifique. Et c'est quoi? C'est quoi? C'est la passion? C'est-à-dire le fait de mettre son sang, le fait d'écrire ça avec le sang, c'est comme si on reniait le fait de donner le message? C'est ça que vous voulez dire? Non, mais c'est que c'est une importance primordiale dans leur esprit. De signer ça avec leur sang? Non, signer avec leur sang témoigne de l'importance affective qu'ils ont par rapport à ce sujet. Donc la conscience, on ne sait pas. Vous allez continuer à écrire, Dominique Laplane, vous allez continuer à écrire. Vous savez, j'ai les 90 ans, je n'ai pas d'ambition d'écrivain au-delà. Écrivez vos mémoires, On verra. on verra. En tous les cas, je vous remercie. Vous avez quelque chose à dire encore? Est-ce que nous avons souligné le fait que l'existence de cette conscience sans pensée, je veux dire, montre l'indépendance de la conscience par rapport au système de calcul cérébral, et que par là, ça nous donne la possibilité de penser qu'il peut gouverner, dans une certaine mesure, le fonctionnement cérébral. Sans avoir besoin du cerveau. Comment sans avoir besoin du cerveau? Non, mais sans que ce soit le cerveau qui... Si, c'est le cerveau. Mais vous dites que la conscience est indépendante du cerveau. Non, Non. du système de calcul du cerveau. Du système de calcul. Ça veut dire qu'elle peut marcher par elle-même quand même. Eh ben, Elle oui, peut fonctionner seule. oui. Ça, je suis d'accord. Mais c'est le cerveau qui fonctionne. Oui, mais donc vous m'avez toujours pas répondu si c'est pas le but de votre livre, hein, c'est qu'une fois que le cerveau est mort, la conscience perdure. Si elle peut fonctionner indépendamment du cerveau, c'est-à-dire sans que ce soit le cerveau qui J'ai la pas pilote. dit. C'est vous qui dites qu'elle fonctionne indépendamment du cerveau, pas moi. Moi, je dis qu'elle est indépendante du système de calcul du cerveau. Mais je n'ai pas dit que le cerveau n'était qu'un système de calcul. D'accord, Autrement donc ça dit. veut dire qu'elle a des possibilités de travailler seule quand même. Elle a besoin du cerveau pour faire les applications, on est d'accord, mais c'est pas le cerveau qui donne la conscience, que la conscience est indépendante quand même de l'objet cerveau, on est d'accord? Non. Elle pense par elle-même. Non. Le cerveau, lui, est son support indispensable dans toute la limite de nos connaissances. C'est que le support, comme dans un ordinateur, on met une disquette, et sur cette disquette, on met des données. Le cerveau serait la disquette, et les données seraient la conscience. Mais la disquette par elle-même, s'il n'y a pas des données dessus, elle ne peut pas fonctionner. Le cerveau, est-ce qu'il serait simplement le support? Non. Non. Dans mon esprit, le
le cerveau est indispensable à la manifestation de la conscience. Ce que j'ai suggéré, c'est qu'il y avait d'un côté du monde de la physique, de la chimie, de la physique quantique, un autre univers dans lequel le cerveau va pêcher sa substance de conscience. Mais c'est inquiétant ce que vous dites, parce que ça voudrait dire que quand le cerveau meurt, tout meurt. S'il n'y a plus de support, enfin si le cerveau est le support. La science ne nous donne pas les moyens d'aller aussi loin que vous dans le mécanisme. Et si vous vous donnez le mécanisme à foi, ça c'est un autre domaine. Je me suis exprimé à ce sujet-là dans un autre livre qui s'appelle « On a un regard neuf sur le génie du christianisme ». Là, vous trouverez une autre façon de considérer, mais qui n'est pas de base scientifique. D'accord. Donc ce livre, c'est un livre pour, on l'avait dit au début, hein, c'est un livre qui n'est pas un livre philosophique au niveau de la conscience, mais plus un livre de neurobiologiste sur la conscience. Je vous remercie, Dominique Laplane. Vous avez une citation pour terminer qui vous viendra à l'esprit. Je vous remercie, Dominique Laplane. Oui. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Oui, c'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cette émission a retenu votre attention. Il s'agissait donc du docteur Dominique Laplane. Dominique Laplane, né à Marseille le 11 août 1928, qui est donc neurologue, ancien chef de service de la Pitié-Salpêtrière et professeur honoraire à l'université Paris 6. Son livre « Qu'est-ce que la conscience ?» est publié chez Dervy, éditeur. En juillet 2018. Cet entretien a eu lieu le 12 octobre 2018 à son domicile. Très bonne semaine à toutes et à tous. Une des raisons pour lesquelles beaucoup d'esprits scientifiques refusent de voir le caractère spécifique de la conscience tient au fait qu'elle a été perçue par l'humanité depuis ses débuts et considérée comme le témoignage de la réalité d'un monde de l'au-delà qui serait différent de notre univers auquel on fait partie. IDFM 98 de la bande FM Au-delà du miroir, chaque lundi et mardi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin.